Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Vincent, hello Sylvain, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, Coucou. Comment vous allez? super à toi. Très bien. Très bien, parfait. Alors, je ne vais pas vous demander de vous représenter, je vais juste faire un peu le récap pour les auditrices et les auditeurs du podcast qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre plus sur Vincent, je vous propose d'aller écouter l'épisode 8. Si vous voulez en apprendre plus sur Sylvain, je vous propose d'aller écouter l'épisode 21. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sylvain et Vincent pour le hors-série numéro 7. Mais ce n'est pas la première fois que je les accueille pour un hors-série. J'avais fait le premier hors-série avec Vincent. On avait parlé de mitochondrie, on avait parlé d'inflammation et du système immunitaire. On en avait fait un deuxième qui était le numéro 4 où on avait parlé du sommeil. Et avec notre ami Sylvain, on a fait le hors-série numéro 5 sur le sucre. Que vous pouvez aller écouter en complément ou en introduction du podcast dans lequel est passé Sylvain, le podcast biomécanique. Il a fait un gros épisode sur le sucre aussi. Voilà un peu pour, la rétrospective. Aujourd'hui, on parle de compléments alimentaires parce que, messieurs, vous avez mis vos deux cerveaux en commun pour créer une formation sur les compléments. C'est ça. Tout à fait. Absolument, Voilà. absolument. On a trouvé qu'il y avait pas mal de carences et de difficultés pour trouver des informations sur les compléments alimentaires. Enfin, c'est pas que c'est difficile de trouver les infos, c'est difficile de savoir ce que valent les infos qu'on a. Ok. Et c'est pas forcément toujours de la malhonnêteté. On a beaucoup été critiqués, Vincent et moi, régulièrement là, depuis quelques mois, sur le fait qu'on commercialisait ou qu'on faisait de l'argent sur les compléments alimentaires. Alors, première chose, on gagne pas d'argent sur les compléments alimentaires. Ni lui ni moi n'avons de part dans aucun laboratoire, ni aucun, pour le moment, partenariat. En tout cas, moi, j'en ai pas. Vincent, je crois non plus. Non plus, hein. Et en fait, on fait ça, bah, évidemment, nous, on fait beaucoup de vidéos et de conseils et de formations, souvent bénévolement, ou en tout cas pour juste la promotion. Et faut bien qu'on gagne notre vie d'une manière ou d'une autre. Donc, bah, là, on a essayé de faire une formation qui bénéficie à tout le monde, qui est Mhm. 100% finançable si on a les bons leviers, et on vous indiquera comment le faire si vous êtes intéressé. Et surtout, bah, on a essayé de mettre en œuvre nos expertises respectives, modestes, qui nous permettent d'essayer de savoir ce qui est plutôt solide comme information et ce qui l'est nettement moins. Ok. Voilà. Expertise modeste, je me suis demandé comment je pouvais m'échauffer cérébralement avant de vous accueillir tous les deux dans le podcast pour éviter de me faire un claquage à un neurone par rapport à la discussion qu'on va avoir. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est, et ce sera la question d'introduction, c'est quoi un complément alimentaire et à quel moment est-ce que ça devient intéressant et pertinent d'en consommer? Tu veux commencer, Vincent? Ouais, mais je vais commencer avec une définition un peu différente, comme ça permettra de rebondir sur la science. Euh, les compléments alimentaires, c'est des outils, on va dire, qui peuvent être utiles en fonction du contexte. Et ces outils sont transformés en une forme de béquille symbolique dans notre société moderne, au sens où on observe un espèce de désir humain d'externaliser les responsabilités corporelles, comme le manque d'activité, le manque de sommeil, les excès. Mhm. Et les individus ont tendance du coup à essayer de compenser avec une pilule magique pour avoir une espèce de solution miracle. Ok. Donc quand tu parlais, quand on a discuté de la préparation de ce podcast et que tu parlais d'un axe un peu philosophique, il est là. Ouais. Ok. Sylvain, tu veux Et je- compléter? Ouais, bah déjà, rien que par rapport à ce qu'a dit Vincent, il y a plein de choses super intéressantes là-dessus. Aujourd'hui, en fait, on veut aller vite dans tout. Je pense que ce que je dis, c'est presque mettre un coup de pied dans une porte ouverte. On voit bien que tout doit aller très vite,
Tout le monde veut aller super vite sur la musculation, sur les performances. D'ailleurs, on voit des choses de plus en plus folles sur les réseaux. Et donc, les compléments, eh ben, ils échappent pas à ce paradigme. C'est-à-dire qu'on espère pouvoir trouver dans un apport exogène une molécule qui va nous permettre d'atteindre plus vite nos objectifs ou d'avoir moins de soucis de santé, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Hein. Aujourd'hui, les compléments alimentaires, c'est avant tout esthétique et sanitaire, avant d'être pour le sport. Mhm. Parce que là, on va parler aujourd'hui, j'imagine, majoritairement des choses, des compléments alimentaires liés au sport, mais l'immense majorité, c'est quand même plus pour, tu vois, de la vitamine C, des compléments divers pour la peau, pour des choses comme ça, tu vois. Mhm. Ouais, pour la Alors, santé, ouais. Ouais. c'était un axe que je voulais aborder avec vous et c'était un axe qui était avant tout un axe de santé, mais bien évidemment, on va ensuite euh, partir sur le sport. Aujourd'hui, on parle beaucoup, est-ce que c'est vrai ou pas, de euh, baisse dans la qualité des aliments et dans les nutriments et micronutriments qu'ils peuvent nous apporter. Est-ce que ça, c'est un fait ou est-ce que c'est une espèce de légende urbaine? Non, c'est vrai. Oui, ça c'est une réalité. En fait, à partir du moment où on est dans un monde où il y a de plus en plus d'êtres humains et que on peut pas nourrir tout le monde avec du local, du bio et de la qualité, on a une mise en place d'un système agroalimentaire et industriel pour maximiser en fait le volume Mhm, au détriment de la qualité. Ça permet de nourrir tout le monde, mais ça dénature du coup les produits parce que enfin, c'est un équilibre en fait qui a été trouvé, mais qui peut être une source de malheur, voire de maladie mhm. aujourd'hui. Ok. Il y a plein de raisons à ça, hein, à la baisse des. Déjà, est-ce que c'est réel? Il suffit d'aller regarder les tables de composition qui sont renouvelées. Par exemple, Sical, c'est tous les ans ou tous les 2 ans, ou d'autres tables de composition. On voit bien, au fur et à mesure des renouvellements et des tests, que la concentration, notamment en minéraux, eh ben, diminue drastiquement. Mhm. Il y a plein de raisons à ça, comme expliquait Vincent, mais tout simplement l'appauvrissement des sols. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de jachères, ou en tout cas des rotations de culture des sols qui permettraient un renouvellement. Ensuite, on a des sols qui vont être pompés, pompés, pompés en minéraux par les végétaux qui y poussent pour justement, bah, je sais pas, faire du blé, du maïs, peu importe, et qui vont bah, justement rendre ces sols de moins en moins denses dans ces minéraux-là. Et bah, année après année, forcément, le sol il fournit de moins en moins de minéraux pour ces végétaux. Et nous, on les consomme, donc bah, ça pose problème. Et Mhm. ça, c'est pas la seule raison. Hein. Quand tu vois des tomates, par exemple, qui poussent et qui sont même pas plantées dans le sol, je ne vais pas citer de pays, mais enfin si, par exemple l'Espagne, où tu as des serres où les tomates sont absolument pas plantées dans le sol, bah, c'est évident que on va les gorger d'eau, on va les gorger de facteurs de croissance, et puis bah, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont gonfler, et au bout d'un moment, on va les vendre sur le marché international. Pour autant, elles sont pas riches en minéraux parce qu'elles n'en ont pas absorbé. Mhm. Ok. Est-ce que le fait d'avoir cette perte de qualité nutritive des aliments fait pas que à la fin, on va quasiment devoir être tous obligés de se complémenter, en tout cas sur les compléments alimentaires de base, pour combler ce que l'alimentation nous amène plus, d'un point de vue santé, pas d'un point de vue performance, juste pour être dans un état de santé que nous trois, on préférera appeler optimal, et pas minimal, pas un état de santé minimal, mais un état de santé optimal. Est-ce que, in fine, c'est pas une nécessité de se complémenter? Ouais, c'est compliqué comme question. Si j'ai pas de réponse universelle. Si je prends mon cas personnel, je suis biaisé, mais moi, j'essaye de tenir un état optimal de santé en m'entraînant énormément. Et si vous voyez à droite ou à gauche, je sais pas pour certainement pour vous, là où il y a mon doigt Mhm. de mon écran, il y a toute une étagère avec des compléments alimentaires parce que l'alimentation naturelle ne peut pas compenser ni certains aspects du vieillissement, ni certains apports. Parce que en théorie, s'il faut, par exemple, toute la vitamine C, tout ce qu'il faut pour le cartilage, des oméga 3 de qualité, mais sans les métaux lourds dans les poissons. Ça, c'est un vrai problème auquel j'ai aucune solution. On est obligé de se complémenter. Ensuite, il y a effectivement les problématiques en lien avec la vieillesse. Quand on vieillit, on produit moins de coenzyme Q10, moins de glutathion, on produit moins d'acide hyaluronique, on produit moins de chondroïtine et glucosamine, on produit moins de carnosine. Donc derrière, du coup, on peut prendre des compléments pour compenser ça. Et c'est vrai que sous cet angle-là, bah, du coup, ça amène à une complémentation.
Mais moi, par exemple, dans mon cas, pendant des années et des années, je ne me suis pas complémenté et j'ai commencé à mettre ça progressivement en place euh, pour faire face à des besoins en lien avec des hauts niveaux d'entraînement pour la compétition. Mais même si, par exemple, encore une fois, j'ai une étagère remplie de compléments, je n'utilise pas tous en même temps. C'est du ponctuel en fonction des besoins. Aujourd'hui, tiens, j'ai pas mangé assez de fruits, je vais rajouter un peu de vitamine C ou des trucs comme ça. Euh, donc bon, la réponse est pas vite répondue. Mais est-ce que cette complémentation, elle vient du fait que tu t'entraînes beaucoup et donc que ça amène des besoins supplémentaires? Est-ce que quelqu'un qui fait une activité physique, on va dire 5 heures par semaine, et Mm. qui a une bonne alimentation équilibrée et variée, euh, est-ce que cette personne-là va devoir se complémenter parce que l'alimentation est moins nutritive d'un point de vue qualitatif? Donc, du coup, on en revient aux vitamines et aux minéraux. Oui. Parce que sur les vitamines et minéraux, c'est quand tu fais un menu que tu te rends compte de ça. Et c'est pour ça aussi que l'utilisation des logiciels fausse la vision de certains nutritionnistes ou diététiciens sur cela. Moi, je les rentre à la main, mes menus. Donc, je rentre ligne par ligne ce que je fais dans mes tableurs Excel. Donc, je suis un vieux de la vieille, mais au moins, chaque fois que je rentre un aliment, tu vois, je vois toutes les cases qui se remplissent, mes 60 lignes de minéraux, vitamines et compagnie. Donc, du coup, je me rends bien compte si ça va être faisable ou si ça va être très compliqué en fonction du choix des aliments de combler les apports. Pour le moment, quelqu'un qui a des apports, on va dire, compris entre 1600 et 2000 et plus, j'ai rarement des soucis pour arriver à lui amener les besoins. Ok. En tout cas, selon les tables, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que entre ce que mange réellement la personne et ce qu'il y a dans les tables, bah, on maîtrise pas, tu vois, on maîtrise pas la différence qu'il y a entre les deux. Mais Mhm. bon, pour le moment, on peut. Mais par contre, quand tu dois arriver à faire des menus beaucoup plus bas, quand j'explique que je fais des menus à 900 cales, voire moins que ça, bah là, en effet, ça demande une vraie gymnastique pour que la personne n'ait aucune carence. Et donc là, tu Donc, intègres peut-être. les compléments, potentiellement. Bah, pour le moment, j'arrive à le faire sans Ok. complément. Pour le moment. Mais par contre, là, on parle chez des personnes à 900 cales, on n'est pas chez des grands sportifs. Donc, pour des personnes lambda, parce que ta question, elle portait d'abord sur les gens lambda hors performance, on arrive encore à le faire. Est-ce que dans 10 ans, on y arrivera encore? C'est supposition. Si ça continue à décroître comme ça, peut-être qu'on n'y arrivera plus. Peut-être qu'on va être obligé de monter à 2000 cales pour arriver à porter suffisamment, ou alors on va être obligé de supplémenter. Mais chez les sportifs, c'est sûr que ça devient très vite compliqué, ou même chez les personnes qui ont un haut niveau de stress, hein. Plus on lit de publications, enfin je sais pas toi Vincent, mais moi plus je lis de publications, plus je me rends compte que les gens qui ont un niveau de stress important, plus ça va être compliqué au niveau minéral et vitaminique d'avoir les apports, hein. Mhm. Ouais, le stress, physiopathologie, des maladies métaboliques, un âge qui commence à être avancé après 60 ans, y a pas d'autre solution que la complémentation à un moment donné ou à un autre. Et du coup, la difficulté, c'est de pas de devenir fou et d'essayer de minimiser la complémentation en trouvant les trucs essentiels. Et ouais, de pas ouvrir la porte à toutes les fenêtres et puis commencer à prendre le tout venant et sans réfléchir à ce que tu consommes. Ouais, parce qu'il y a il y a on va dire des mauvais coachs ou des mauvais nutritionnistes. Il y a l'industrie des compléments. Non, non, mais en fait, il y a des professionnels de santé qui, pour combler un déficit réel, mesuré, vont tendance à avoir, pardon, à prescrire, entre guillemets, une surdose dans toutes les directions. Mhm. Ouais. Par exemple, une personne âgée qui, euh, qui voit sa testo baisser, qui va voir donc on va dire un mauvais coach qui fait un petit peu tout, un peu alimentation, un peu système endocrinien, un petit peu de la médecine préventive, sans avoir forcément les diplômes là-dedans, mais c'est pas tellement le sujet des diplômes là, de cette histoire. Il y en a certains qui ont tendance à tout mettre en surdosage, donc il va lui dire, bah écoute, tu vas prendre tant de grammes de glycine, tant de grammes de glutamine. En fait, il va lui faire prendre tous les acides aminés en surdosage. Mais ça, pour moi, typiquement, c'est une méthode de rouleau compresseur qui n'a ni queue ni tête et qui est finalement dangereux d'ailleurs pour la santé à la fin parce qu'on a tendance à surcharger le foie et nos organes de filtration ainsi que notre système digestif ne sont pas tout puissants. Donc, à un moment donné, en fait, on envoie de l'argent dans les toilettes. Mhm. Ok. Enfin, je sais pas Ouais, ce que sans tu en parler des penses, toi, hein. interactions, sans parler des compétitions, des Ouais. acides aminés qui ont des compétitions entre eux. Comment dire, si on favorise un acide aminé plutôt qu'un autre, eh bien, du coup, on fait basculer la compétition du côté de cet acide aminé-là, et les autres, eh bien, vont se retrouver en difficulté pour être utilisés, notamment par notre cerveau, par exemple, Mhm. différentes phases de la journée.
et ça peut être embêtant. Ouais. Ok. Pour quelqu'un qui voudrait prendre soin de sa santé euh, et qui, en tout cas, pense au demeurant mettre et faire tout ce qui est bien, c'est quoi les signaux, un peu les red flags que cette personne peut observer dans son comportement ou dans les sensations qu'elle a sur son propre corps ou de la part des coachs qui peuvent observer chez leurs clients qui pourraient suggérer que l'utilisation de certains compléments pourrait être utile? Et quels sont les compléments qui peuvent être utiles? Voilà, c'est difficile aussi comme question. Tu poses des questions qui sont trop dures pour nos petits cerveaux. Ouais, bah, je profite. Vous êtes là les deux. Euh, déjà, je pense que c'est contextuel. Tu me diras, Sylvain, ce que tu en penses. Donc, rien que par rapport à ça, il n'y a pas de réponse générale. Mhm. Ensuite, la complémentation, ça n'est jamais une solution qui vient en troisième ou quatrième intention. Alors, La- la- c'est quoi les deux ou trois premières intentions? Alors, la première intention, c'est une intention responsable, autonome, seule, où on essaye de prendre du recul, faire de l'introspection pour voir ce qui ne va pas dans notre mode de vie, dans notre alimentation, dans nos interactions sociales, dans le sommeil, par exemple, dans le sport aussi. Mhm. Si on ne trouve pas de solution, eh ben, on va voir un professionnel de santé compétent dans le domaine. Et cette personne-là, c'est elle qui va plutôt être à l'origine de la décision d'un changement alimentaire, d'un changement de programmation, voire d'une prise de sang si c'est un médecin, ou d'une complémentation. Et donc du coup là, dans ce cas-là, ça arrive en troisième solution. Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses, Sylvain, mais en général, euh, à moins qu'il y ait un truc très très évident et quelque chose qui ne peut être réglé que par les compléments. En général, il y a d'abord un réglage alimentaire. C'est quelque chose qui arrive plus tard. Mhm. Oui, carrément. Après, sur des signaux, souvent les signaux de fatigue quand même, ou de lassitude, ou de manque de concentration, ou des troubles gastro-intestinaux, ça peut être des signes. Mais tu vois, ça peut. Mhm. Oui, et Parce puis que tu as. Ouais, si j'ai des problèmes de fatigue, des problèmes d'humeur, des problèmes de concentration, des problèmes au niveau du système digestif, je ne dois pas, en première intention, me dire qu'est-ce que je vais prendre comme complément alimentaire pour régler ces problématiques-là, mais voir en amont si d'abord je fais tout juste en termes de sommeil, en termes d'alimentation et en termes d'activité physique, avant de sortir la carte des compléments alimentaires. En gros, c'est ça. bah, clairement. En fait, nous, on n'est pas pro complément alimentaire de base. Mhm. Notre objectif premier, c'est déjà de tout mettre en place. Et si l'alimentation, le sommeil, l'entraînement, etc., ne sont pas suffisants, on vient complémenter. Le terme est bien Ouais. propre. Mhm. Après, comme dit Vincent, il y a des choses qui ne peuvent pas être complémentées actuellement dans certaines conditions ou dans certains âges. Donc là, on vient complémenter, mais c'est à la marge. Oui, c'est à la marge par rapport au nombre de molécules dont on a besoin. Ouais. Le problème, c'est que les gens, en manière générale, hein, j'en veux à personne dans cette histoire, c'est des habitudes culturelles, socioculturelles, ont tendance à squeezer l'introspection, donc qui est de leur responsabilité. Oui, mais ça fait On mal t- l'introspection, Vincent. On se retrouve face à soi-même, c'est désagréable. Et en admettant que ça soit trop désagréable ça, ils ont tendance également à squeezer la vie d'un professionnel de santé Ok. en se laissant happer par le marketing qui vient remplacer la médecine. Et c'est là que du coup, ils vont se rendre dans une parapharmacie, par exemple, pour acheter des compléments alimentaires. Et le système est un peu vicieux par rapport à ça, parce que quand ils entrent dans la parapharmacie, vous avez des conseillers de vente qui sont plus ou moins compétents. Et donc, du coup, ils ont l'impression finalement que ils ont cette espèce de consultation gratuite pour répondre à un problème. Alors qu'il ne faut jamais oublier que les gens qui sont en parapharmacie, même si certains peuvent être des professionnels de santé qui travaillent en parapharmacie, ils ont d'abord aussi des objectifs de vente. Donc il y a une espèce de Ambivalence situation, merdique. oui, qui est une zone grise qui n'est pas forcément très agréable sur le plan moral à mes yeux, dans lequel des gens en profitent pour vendre des produits qui ne sont pas nécessaires. Mais en fait, on touche du doigt vraiment un point qui est essentiel dans la compréhension des problèmes qu'on a à savoir ce qui se passe réellement avec les compléments alimentaires. Donc c'est hyper vaste. Là, j'essaie de pas louper d'éléments dans ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, en effet, il y a l'aspect économique. Aujourd'hui,
La santé, elle est dans l'immense majorité des cas privée. Donc, c'est-à-dire que ce sont des entreprises, donc des structures à buts commerciaux, Mhm. qui vont, un, faire la recherche sur les molécules, deux, vérifier que les molécules fonctionnent. Donc, tu vois, il y a déjà un souci, et les commercialiser ensuite. Donc, on voit bien que même s'il n'y a pas, même s'il n'y a pas enfin, même s'il n'y a pas obligatoirement magouille, il y a potentiellement conflit Conflit d'intérêt. d'intérêt. Ouais. Oui, ça veut pas dire qu'ils en profitent. Je dis pas qu'ils sont tous obligatoirement malsains, mais dès qu'il y a conflit d'intérêt, bah, tu Bah, vois, il il y y a a conflit suspicion. d'intérêt. Ben voilà. Et donc, Exactement. Ouais. d'où la nécessité que ces organismes-là, pourtant je suis pas un pro nationalisation de base, hein, mais là, pour moi, un labo, ça doit être nationalisé. Mhm. C'est par quel, par quel filtre et barrière un complément alimentaire doit passer pour que l'on soit, je ne sais pas si sûr à 100% c'est possible, et ça vous me redirez, mais qu'on soit le plus sûr possible de son efficacité, tout conflit d'intérêt mis de côté. Aujourd'hui, par exemple, on sait que la créatine, elle a des réels bénéfices pour les gens qui sont répondants, c'est juste, Vincent, du coup, parce que Ouais. Sylvain... Oui, oui. Ok. Alors, sur le plan scientifique, tu as, de très nombreuses étapes. La première étape, déjà, c'est de voir si une molécule en particulier a un effet au niveau cellulaire. Mhm. Si ça a un effet au niveau cellulaire qui est positif, hein, parce que si tu détruis la cellule, bon, bah non, le mec, on va arrêter là. On va pas réinventer du zyklon G en gélule. Donc, Ah, euh, mais- non, non, mais bref. Donc, ça a un effet au niveau cellulaire, très bien. Ensuite, on va voir ce qui se passe pour un petit organisme simple, une bactérie, euh, une mouche, un C. elegans, c'est-à-dire un petit ver. Si on voit que les effets sont toujours très positifs là-dessus, ben, on peut continuer à une échelle plus grande, donc typiquement sur une souris. Alors déjà là, il y a souvent un énorme filtre, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit qui sont efficaces chez des tout petits organismes au niveau in vitro cellulaire, et puis en fait, il n'y a rien qui se passe pour des organismes plus gros in vivo. ouais. Ensuite, une fois que ça passe l'étape de la souris, en deux, et que c'est encore positif, eh ben, il y a des études qui sont des protocoles expérimentaux qui sont mis en place pour tester de manière plus ou moins contrôlée sur le plan expérimental la molécule. Alors, si c'est sponsorisé par un laboratoire pharmaceutique, c'est rare que ce soit en double aveugle parce qu'ils ont des intérêts financiers. C'est quoi le... Ça arrive, mais c'est rare, oui. Je demande juste une pause parce que c'est un mot qu'on entend souvent et que je pense les gens auraient besoin qu'on définisse le terme de en double aveugle. Ah ben c'est facile. Alors, exemple. Par exemple, mettons que moi, tu vois, j'ai besoin d'un avis extérieur. Par Mhm. exemple, j'aime pas les pizzas à l'ananas, ok? Mhm. Tu trouves deux personnes. Non, non, mais écoute-moi. Tu trouves deux Oui, personnes qui sont en contradiction avec toi, ok? Tu ok, sais qu'ils aiment. Voilà. Tu leur crèves les yeux, donc c'est double aveugle. Et après, s'ils sont toujours pas d'accord avec toi, alors effectivement, t'as tort. ok. Non, alors je plaisante. Je reprends. Désolé, C'est la fin de la semaine, le mec est en roue libre. je suis fatigué. Donc, non, non. En double aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on a un groupe contrôle qui ne prend rien. Mhm. Ensuite, on a un groupe qui prend la substance, à qui on dit qu'on prend la substance. D'accord? Donc, ils sont au courant. Il y a peut-être un biais, un effet placebo, parce qu'ils savent qu'ils prennent un truc qui est bon pour eux. Un autre groupe qui prend la substance, mais à qui on dit qu'ils ne prennent pas la substance. C'est Ok, pas forcément facile expérimentalement à mettre en place, ça. Et idéalement, même, on peut avoir un autre groupe encore à qui on dit que euh, ils ne prennent rien alors qu'ils prennent la substance. ok. Et là, on a absolument tous les effets, placebo, nocebo, etc., qui sont quantifiés. Et donc, du coup, on peut mesurer vraiment plus précisément le, l'effet, et non l'effet réel biochimique, Mhm. et non l'effet psychosomatique de la molécule. Ok. Mais ça demande de l'argent parce que c'est des procédures qui demandent toujours plusieurs semaines. Il faut du contrôle. Ce contrôle, ça demande de l'investissement. Il faut un nombre suffisant sur le plan statistique d'individus dans les protocoles. Et ça, pareil, ça coûte cher, le recrutement, le suivi. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, que ce soit en France ou ailleurs, la recherche, ils essayent de rénover le monde avec un bout de scotch et trois bouts de ficelle. Et avec ce budget-là, c'est très compliqué de faire de la recherche. Sauf quand on a des investissements financiers colossaux, comme par exemple des lobbies pharmaceutiques. Et donc là, ils peuvent en mettre en place des procédures beaucoup plus complexes.
Et souvent, ce qui se passe d'ailleurs, c'est que par exemple, si vous avez un produit qui marche, donc ils vont tester donc, sur des êtres humains, ils ont d'abord des tests en interne qui sont super bien faits sur le plan scientifique, très rigoureux, parce que c'est de l'investissement, c'est de l'argent. Et alors là, ce que je veux dire, ça peut porter à confusion, mais c'est vrai malheureusement. Vous avez certains labos, quand ils voient qu'une molécule ne marche pas, mais qu'ils ont investi quand même pas mal d'argent, ils vont préférer faire une étude biaisée avec des résultats, donc un article scientifique derrière, pour montrer que leur molécule fonctionne, et donc derrière ensuite le mettre en vente avec le vernis scientifique de l'argument d'autorité. Ah, vous voyez, regardez, cet article, il démontre que ça marche. Ça vient pourrir la documentation scientifique, ça vient pourrir les débats entre les gens qui s'intéressent au sujet. Bref, littéralement de la désinformation nourrie avec nos impôts. Mhm. Mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Heureusement, en science, comme une molécule est testée dans plusieurs laboratoires dans le monde, à travers le monde, dans le temps, au bout d'un moment, quand même, la vérité finit toujours par éclater. Mais parfois, ça met du temps. Je reviens parce qu'il y a beaucoup de points là-dessus, hyper intéressants. Déjà, pour simplifier peut-être pour ton auditoire, euh, double aveugle, c'est juste que le soignant et le soigné ne sait pas qui reçoit quelle molécule. Ok. Donc même le médecin qui gère l'essai ne sait pas qui a reçu le placebo, qui a reçu la molécule potentiellement efficace, ou en tout cas testée. Ça, c'est le double aveugle. Il y a énormément de choses là-dessus. C'est l'aspect financier. Ça coûte extrêmement cher, comme l'a dit Vincent, de mener des études qui sont rigoureuses. Autre chose, la publication des résultats, elle peut être truquée. C'est pire que d'avoir des essais qui sont un peu trichés. C'est-à-dire, les essais un peu trichés, tu vois dans le protocole que le protocole, il n'est pas valable. Donc nous, Vincent et moi, quand on lit le protocole, on se rend bien compte si ça tient la route ou si ça tient pas la route. Par contre, quand les résultats sont manuellement modifiés, nous, on n'a aucune manière, si ce n'est de se dire que c'est pas pertinent comme résultat, mais on n'a aucune manière de savoir que le gars a triché. Et ça, c'est un réel souci. Et là où c'est vraiment très très intéressant et ça va énerver certains, mais moi ça m'énerve d'entendre ça, c'est que le plus souvent, les Asiatiques ils sont bien plus rigoureux et bien plus justes et beaucoup moins corrompus que les Européens ou les Américains. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on dise parce que on a tendance à dire que la Chine c'est c'est un pays horrible à plein d'égards, oui, c'est clair. Mais par contre, d'un point de vue scientifique, ils essaient vraiment de soigner leur population. Contrairement à, malheureusement, nous, nos labos, on a vu récemment qu'ils ne sont pas forcément, en tout cas pour tous, dans cette optique-là. Et donc, quand on regarde des études, notamment en cancérologie en ce moment, où je lis littéralement des centaines d'articles dessus, bah, on trouve des molécules qui coûtent rien, qui en Europe et aux États-Unis sont très peu étudiées, et c'est systématiquement, ça sert à rien. Par contre, les molécules qui coûtent la peau des fesses, je te garantis que là, tu trouves des milliers d'études et bizarrement, ça fonctionne. Et alors que si tu compares avec les Indiens, les Chinois ou les Japonais, oh tiens, les molécules qui valent 2 centimes par jour de prescription, tiens, oh, elles ont quand même un petit effet dans certaines conditions. Tiens, c'est surprenant. Ça sent le discours un peu complotiste, tout ça. Je sens qu'avant même d'être monétisé, je vais être démonétisé. Mais ça me va, c'est pas grave. C'est OK. J'assume complètement. Non, mais sur la vitamine C, c'est par exemple, c'est flagrant, c'est un truc de dingue. OK. C'est voilà. Ouais. La problématique de la science business dans le domaine de la santé, c'est quelque chose de terrible. Pour donner des chiffres, j'en ai parlé déjà par le passé dans les podcasts, mais sur la molécule qu'est le resveratrol, qui était censée être une Mm. molécule anti-âge miracle au début des années 2000, ils ont commencé à avoir des effets intéressants dans un laboratoire américain, de manière complètement normale, sur des petits organismes. L'idée a été rachetée par un géant pharmaceutique pour 720 millions de dollars. 720 Ouais. millions, c'est pas une trottinette, hein. Tu mets pas 720 millions sur la table en te disant, attends, j'ai fait juste ça pour la bonne cause et je veux pas récupérer du pognon derrière. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils ont testé en interne avec des protocoles très rigoureux et ils se sont rendus compte que peu importe la molécule ou des cousines de la molécule, ça n'avait que des effets négatifs sur les êtres humains. Mhm. Et donc, ils ont arrêté les essais et ils ont laissé ça sur le côté. Mais le gars qui était à l'origine du procédé, il a continué ensuite. C'est un mec qui s'appelle David Sinclair. Mhm. Et il vend toujours cette molécule-là. Il se fait toujours du fric dessus. Il fait de la promotion là-dessus. Il est vu par des millions de personnes sur YouTube parce que c'est un chercheur américain dans le domaine du vieillissement. Et là, on arrive vraiment typiquement à l'espèce de frontière morale malsaine entre la recherche, la réalité du terrain,
les contradictions scientifiques par les collègues qui disent non, non, mais ça marche pas ton truc, et le fait de vouloir faire de l'argent. Comment? Et Ouais, vas-y, ouais, finis. et juste là, on parle de complément, parce que on s'y connaît là-dedans, mais le sujet de la médicamentation, c'est quelque chose qui est encore pire en un sens. Parce que même si, encore une fois, il y a un élan scientifique à un moment donné de la part des pharmaceutiques, des lobbies pharmaceutiques, de mettre en place des procédures correctes pour soigner les gens, parce qu'ils y ont un intérêt financier de soigner les gens. S'ils y investissent trop d'argent, il y a toujours ce biais cognitif, budgétaire, de vendre quand même la molécule, Mhm. si ça marche pas. Est-ce que c'est un cas dans lequel on se retrouve, par exemple, pour parler de médicaments, vu que tu fais l'aparté, avec l'Ozempic aujourd'hui, où on constate quand même qu'il y a beaucoup d'effets secondaires négatifs relativement violents sur les gens, ou c'est quelque chose qui a absolument rien à voir? L'Ozempic, c'est pile poil ce que je racontais tout à l'heure, c'est la problématique de l'éducation versus la solution. Euh, le manque d'introspection versus le marketing versus la médecine, et cette idée qu'on préfère la consommation à la compréhension et une action, une responsabilisation. Mhm. C'est très utilisé chez les personnes obèses pour couper la faim, mais il y a, pour le coup, c'est le cas déjà en France, j'ai des collègues qui m'en parlent de ça. Il y a des médecins qui prescrivent ça parce que ils en ont marre en fait d'avoir une personne obèse en face d'eux qui fait aucun effort ou qui est en souffrance, mais comme eux, ils sont anesthésiés d'un point de vue cognitif face à la souffrance d'une personne en situation d'obésité, eh ben, ils choisissent la solution facile. Et là, on est face à un problème psychique, humain, dans les procédures médicales. Mhm. Et c'est un vrai problème. L'Ozempic est clairement pas une solution, sauf dans des cas très rares où la personne risque de mourir. Mhm. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Sylvain. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, enfin, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu as un conflit d'intérêts de base parce que tu as des sociétés, et qui dit société dit volonté de faire de l'argent. Enfin, je veux dire, on a tous des sociétés, et l'objectif d'une société, c'est de faire de l'argent. Tu veux faire du profit avec des molécules qui sont censées soigner. Par définition, ton boulot, ce serait de réduire ta clientèle. Ouais. Ça ne peut pas Ok. fonctionner. Je veux dire, qui serait assez débile pour créer une société dans laquelle, si tu travailles bien, en un an, tu n'as plus de clients? Jamais. Bah, non, mais je veux dire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, bah, Et, enfin, ce que tu dis là met en évidence la complexité de la situation et à quel point c'est ouais, mais des en fait, intérêts. elle est complexe parce qu'on le veut bien. Parce que si on souhaitait, si on nationalisait les labos, on pourrait très bien se débrouiller pour qu'on gagne pas un seul centime. On payerait les médicaments infiniment moins cher parce que je vous rappelle que, et ça c'est complètement aberrant, je sais pas, le Doliprane c'est un mauvais exemple, mais une molécule particulière produite à l'étranger qui est négociée par ce fameux laboratoire pour être vendue en France, elle va être vendue beaucoup plus cher que dans tous les autres pays du monde. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a la sécurité sociale, que Mhm. les clients ne payent pas directement le coût du médicament. Tu vas au Maroc, tu vas en Italie, tu vas, j'en sais rien où, tu vas payer ton médicament beaucoup moins cher que si tu l'achètes en France. Enfin, en tout cas, la sécurité sociale va le payer beaucoup plus cher. Mhm. Donc, ça montre bien que si jamais c'est nous qui produisions nos propres médicaments avec une recherche adaptée et qu'on puisse négocier le prix des médicaments, mais tout le monde serait gagnant. Mais on a vendu notre âme au diable. C'est un choix qu'on a fait. Ok. Ouais, et puis il y a aussi cette problématique qui est une pente glissante dans la construction du modèle français, si je prends notre pays, Mhm. dans la construction de notre modèle de santé, c'est que on va voir le médecin pour soigner, on n'est pas dans la prévention. Et comment dire, cette rampe idéologique-là, ça permet ensuite de lancer tout le reste. Parce que finalement, du coup, on attend que les gens finalement soient pas en bonne santé pour leur vendre tout un tas de trucs et laisser le marketing se déployer. Et c'est pour ça d'ailleurs que la médecine préventive, finalement, aujourd'hui en France, même si c'est pas de la médecine au sens légal, parce qu'on n'a pas le droit d'employer ce terme, en réalité, elle est reléguée, elle est passée aux coachs sportifs, aux nutritionnistes, Mhm. aux psychologues, par exemple. Donc en gros, des gens qui veulent être en bonne santé, ils vont voir des nutritionnistes, des coachs pour améliorer leur santé, même si tout va bien, parce qu'ils ne sont pas malades, donc ils n'ont pas besoin d'aller voir le médecin.
Parce que quand on va voir un médecin alors que tout va bien, il est il n'est pas démuni, mais il va seulement donner des banalités pour vous aider. Ça tient au fait que ces études il a passé des études qui ont été faites pour trouver des solutions à des maladies. Il est formé à soigner à partir d'une situation physiopathologique pour revenir à l'homéostasie. Il n'est pas formé pour améliorer l'homéostasie, l'état de santé de quelqu'un. Alors que c'est le travail des coachs sportifs et des nutritionnistes et des psychologues, sauf qu'ils ne sont pas remboursés par la Sécu. Absolument. Ça bouge tout doucement, mais c'est encore très très lent. L'Alsace-Lorraine, notamment, est beaucoup en avance par rapport aux autres départements français, puisqu'ils testent énormément de choses. Ils ont une sécurité sociale à part. Mhm. Voilà. Et eux, ils testent beaucoup de choses, notamment sur la prévention, sur le remboursement des séances sportives, etc. Je n'ai pas le détail, mais je sais qu'ils sont en avance là-dessus. Et d'autres pays le font, sont en train de rembourser pas mal de choses, notamment les pays scandinaves. Mhm. Ils ont voté pas mal de choses là récemment. Nous, en Suisse, tu peux te faire. Alors après, ça dépend toujours de ton assurance maladie puis des complémentaires que tu as pris avec ton assurance de base. Mais tu peux te faire rembourser une partie de tes séances de coaching par année. Tu peux te faire rembourser les consultations chez la nutritionniste ou chez le nutritionniste, les consultations chez le psychologue. Enfin, voilà, il y a quand même passablement de choses qui sont prises en charge. Alors, si tu veux, pour du personal training, nous, une séance en Suisse, elle est environ 100 francs. T'en fais une par semaine, on va dire sur 40 semaines, t'en as pour 4000 francs et ton assurance maladie va te rembourser peut-être 500, mais c'est déjà un bout. C'est pas énorme, mais c'est déjà un bon bout. Ouais, et c'est pas difficile à calculer en fait. Tu, Tu connais les chiffres moyens d'amélioration, par exemple cancer colorectal, cancer du sein, amélioration des troubles métaboliques et compagnie. Tu regardes combien ça coûte au niveau national. Tu te dis tous les Français doivent faire ça. Ça te fait un coût moyen par personne qui est pas compliqué à estimer. Je veux dire, un actuaire, il te fait ça en 2 jours. Mhm. Et ensuite, eh ben, tu corrèles ça avec le coût d'une séance et le temps qu'il faut pour bénéficier des effets des séances. Et tu sais combien peuvent rembourser les mutuelles. Mhm. C'est hyper simple à faire, quoi. Mais Ouais. bon, pour ça, il faut du courage et un peu de temps. Oui, puis un lobby du coaching sportif fort, qui est influent, Ouais, il y a des ramifications. oui. Pour en, pour en revenir sur les compléments alimentaires, et pour revenir en fait à la genèse de votre formation, parce que je vous ai jamais posé la question et puis ça m'intéresse, comment est-ce que est venue l'idée et quel était votre objectif et derrière quelle était votre intention avec cette formation que vous avez créée ensemble? Tu permets qu'on remonte un petit peu loin ou vraiment tu veux juste la dernière genèse là? Remonte, remonte. Bah, en fait, Vincent et moi, on s'est rencontrés au premier ETS Mhm. et bon, ça a été le coup de foudre amical. Et donc, non, mais c'est vrai. Tellement beau. Et en fait, moi, ça fait des années que j'ai beaucoup de mal avec certaines personnes connues, on va dire, du feed game. Et donc, j'avais pas forcément envie de travailler avec eux parce que j'aurais très bien pu faire des centaines de milliers de vues en allant voir des gens que j'aime pas forcément, mais qui m'auraient apporté de la visibilité. Et en fait, Vincent, dès le début, je me suis dit, il faut qu'on travaille ensemble, c'est pas possible. On en a déjà parlé ensemble, Ken, Mhm. et d'autres personnes qu'on apprécie sur le groupe Munisai notamment. Et donc, bah, on s'était dit, il faut vraiment qu'on arrive à faire des choses ensemble. L'autre aspect, c'est aujourd'hui, il est difficile de se former et d'avoir de la qualité. Parce que quand tu tapes formation X en rapport avec le sport sur n'importe quel réseau social ou sur Internet, tu trouves pléthore de formations, mais c'est difficile de savoir si elle est de qualité. Les prix ne sont pas corrélés avec justement le niveau de qualité, le niveau d'exigence. Le fait que ce soit certifié n'a aucun rapport avec la qualité. Mhm. D'ailleurs, nous, on n'est pas certifié, à part Calliope, on n'a pas de certification autre. On n'est pas un diplôme non plus. Et puis, on s'est dit, bah voilà, il faut que les gens qui sortent d'un diplôme, qui ont besoin de compléter leur formation, puissent trouver des formations de qualité. Et donc, autant qu'on bosse ensemble. Et ça faisait, bah, je sais pas, peut-être 2 ans qu'on travaillait chacun de notre côté sur des compléments alimentaires. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas mettre tout ça en commun et faire une formation accessible et évolutive. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Ok. Donc ça, c'est l'histoire derrière le début de la création. Quand vous vous mettez autour de la table et que vous discutez, Ah non, 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 attends, attends, non. attends. Le début de la création, c'était il y a 14 milliards d'années. Alors laisse-moi. Alors à l'époque, les mitochondries, elles étaient toutes seules de leur côté. Il Et faisait puis 15 000 milliards de degrés. voilà, puis après, voilà. Il y a une mitochondrie qui a mangé une pomme donnée par un serpent, et puis après, c'est parti en Et sucette. puis la marmotte, elle met le chocolat et elle te l'enfile bien profond dans un endroit qu'il voit pas souvent Le les papier humains. d'alu. Le papier d'alu. Non mais donc vous prenez la décision.
comment vous posez les bases de votre formation? C'est quoi les trucs que vous voulez absolument voir dans votre formation ou que vous voulez absolument pas voir dans votre formation? Vincent, par exemple. Le... il y a plein de choses. Déjà, aller en profondeur dans le sujet sur le plan biochimique, essayer de donner de la profondeur, de la transversalité à la problématique, des références scientifiques, ne jamais être tranché, sauf évidemment quand il y a un consensus extrêmement fort. Parler également des compléments qui ne marchent pas, parce que mine de rien, c'est quand même un sacré fonds de commerce dans les parapharmacies. Voilà, ça résume quand même déjà l'idée de base. Peut-être que le plus important, en tout cas pour moi à mes yeux, c'est vraiment cette espèce de transversalité et de profondeur scientifique qui finalement donne du corps à l'information. Ok. Je vais rajouter du coup deux, trois petits trucs. C'est exactement ça. En fait, Vincent et moi, on travaille à peu près de la même manière quand on est chacun dans notre coin. C'est-à-dire, on lit des publications, on synthétise, on ramène la substance de tout ça. Et en fait, le cours, il se fait de la manière suivante. Il y a un petit paragraphe sur la présentation de la molécule, parfois un peu d'historique. Ensuite, il y a un aspect métabolique. Qu'est-ce qui se passe quand on l'absorbe, quand on le prend dans l'alimentation ou quand on le prend en complémentation? Qu'est-ce qu'il y a comme modification chimique? Qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme attendu? Et ensuite, c'est quels sont les effets prouvés par la science. Et là, ensuite, on essaie de lister ce que la science a montré ou a pas réussi à montrer comme, comme bénéfice ou maléfice. Et ensuite, on fait des petites conclusions. Il y a des paragraphes qui s'appellent Pour aller plus loin, qui permettent de vraiment aller loin sur des mécanismes ou des molécules qui sont rarement vues ailleurs. Et puis, il y a des aspects aussi résumés. Donc, on résume chaque partie qui a été un petit peu longue ou un peu compliquée, de manière à ce que tu aies un niveau scientifique bas ou que tu aies un niveau relativement élevé, tu y trouves ton compte. Et donc, voilà comment ça se déroule. Donc, un cours, ça va de 4 pages à 30 pages, en gros, 60 pour les plus gros, mais c'est des molécules voilà, très pléthoriques comme la créatine. Mais sinon, en gros, c'est ça. Mhm. Et 4 pages, c'est pour les molécules qui servent à rien mais qui sont quand même vendues. Ouais. Du coup, mes questions. Alors, actuellement, dans votre formation, parce que vous avez dit un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est évolutive. Donc, j'imagine que dès que vous avez une nouvelle découverte, un nouveau truc qui vous tombe sous la dent, ben, vous intégrez ça dedans. Aujourd'hui, vous couvrez combien de compléments dans votre formation? Une vingtaine. Ok. Il y en a Sur, une vingtaine. Ouais. sur la vingtaine, vous parlez de combien de compléments qui fonctionnent et de combien de compléments qui ne fonctionnent pas? Faut que je regarde la liste. Je peux pas te dire. J'allais me Euh, parler. je crois- il y en a 4 ou 5 qui fonctionnent pas. 4, Ok. je crois. D'accord. C'est quoi les 4 compléments qui ne fonctionnent pas et qui aujourd'hui sont vendus, j'imagine, en grande quantité sur le Spoiler. marché? Alors, bah, par exemple, tu as le resveratrol, j'en Mhm. parle en long, en large et en travers. Tu as un truc qui est extrêmement populaire, l'espèce la spiruline, voilà, je cherchais le terme, Ok. Je euh, sens qu'il y en a qui qui vont est... écouter ça, qui vont grincer des dents. Mais oui, vas-y. Ouais, ouais, mais c'est quelque chose qui est très, très apprécié par beaucoup de gens, mais le truc, c'est que, enfin, c'est riche dans plein de trucs, la spiruline, il n'y a pas de souci, mais les gens se rendent pas compte des proportions. C'est-à-dire que pour que ce soit intéressant, il faut en consommer 100 grammes, mais on n'en consomme jamais que 3 grammes. Donc, bon, en fait, ça n'a pas un très, très grand intérêt. Mhm. Et en plus, il s'avère que c'est toxique. Donc, super, quoi. Ah, voilà. Donc voilà, il y a ça. Il y a des trucs plus ou moins connus, comme la spermidine aussi, qui est très, très à la mode aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ou chez on va dire, certaines communautés en France. Mhm. Et, euh, c'est pas forcément évident d'ailleurs de faire des cours là sur une molécule bullshit, parce que il faut que l'étudiant comprenne en fait Pourquoi c'est bullshit? pourquoi c'est bullshit, et finalement aller un peu à l'encontre de ça. Et donc, tu me parlais, tu vois, d'évolution du cours. Bah, dans les évolutions qui vont arriver à l'avenir, c'est de rajouter des nouvelles molécules qui sont pas si utiles que ça, ou qui n'ont pas été prouvées scientifiquement. Par exemple, on entend des youtubeurs aux millions d'abonnés qui te disent que les oignons, ça augmente la testostérone.
voilà, Ah, le problème, c'est que c'est une affirmation qui est incroyable, mais ensuite, quand on veut aller démontrer le contraire, ou en tout cas montrer que ça n'a pas de sens, ça prend un temps long. Oui, c'est oui. une loi qui a un nom et dont je me rappelle jamais parce qu'à chaque fois je veux ressortir ça pour me donner, tu vois, de la profondeur et un côté très intellectuel. Mais il faut 10 secondes pour dire une connerie et il faut 10 heures pour pouvoir montrer que c'est une connerie. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et c'est bon. Par contre, pour la testostérone, vous mariez pas. Les gens qui sont pas mariés, ils ont une testostérone qui est plus haute. Alors, C'est terrible, mais c'est vrai. je sais que tu vois, l'observation individuelle n'a pas beaucoup de valeur scientifique et ce n'est que de l'empirisme, mais dans mon cas, c'est faux. Donc, voilà. Ah, Mais parce la que c'est sûrement, multiplication des partenaires, ça a quand même tendance à stimuler les garçons, hein. c'est sûrement parce que j'ai un très bon coach qui m'a fait prendre plein de muscles et donc du coup, c'est pour ça que ça joue en ma faveur. On va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que tu parlais de la spiruline et par rapport à à la quantité consommée, donc qui est largement pas assez pour en voir des bénéfices, il y a des trucs qu'on vend beaucoup en salle de fitness et notamment un complément qu'on voit sous forme de fiole ou dans des boissons qui s'appelle la L-carnitine, censé aider les gens à brûler plus de graisse. Ah bah, tu vois, c'est marrant parce que c'était le dernier document que j'ai. Alors oui, tiens, tu vois, un élément qu'on a oublié de dire avant que je réponde à ta question. En fait, une fois qu'on a amené tous nos aspects scientifiques, qu'on s'est trituré le cerveau, on envoie ça à mon associée, Natacha, qui, elle, n'a pas notre bagage, on va dire, scientifique, même si elle est très bien formée et qu'elle Mm. comprend beaucoup de choses. Mais elle doit transformer ça pour que ce soit lisible, beau et un cours, tu vois, structuré, ordonné, rangé. Ok. Donc là, il y a aussi cette étape-là à passer. Et Et donc en fait, justement, donc, elle reçoit, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce pauvre être humain que vous avez choisi reçoit votre travail brut. elle reçoit un Word Ah, où Vincent, c'est pire, des fois, il lui envoie des diapos. cette personne est une personne méritante. Natacha, Et- si tu écoutes ce ouais, podcast, on lui rend hommage, elle a fait un super voilà, travail, Natacha. j'ai Bravo, énormément de Natacha. respect et d'admiration pour le travail que tu fais. Et donc, justement, je viens d'envoyer à Natacha, je sais plus, il y a 2, 3 jours, là, Ok. le cours sur la L-carnitine. Parce que en fait, il y a énormément de choses à dire. Tu vois, il y a des choses que je pensais qui étaient vraies et qui ne le sont pas, et inversement. Ok, bah du coup, profitons du fait que ce soit frais, si vous êtes d'accord avec ça. L-carnitine, est-ce que c'est valable, pas valable? Est-ce que les quantités consommées sont suffisantes ou pas pour avoir un effet efficace? Est-ce que ça aide réellement à brûler des graisses? Non. Voilà. Sur la perte de poids, c'est zéro. Ok. De mémoire, il doit y avoir 3 ou 4 publications qui montrent une réelle perte de masse. Dans les publications valables, qu'on soit bien d'accord, et disponibles pour moi, parce qu'il y a forcément des publications auxquelles j'ai pas accès parce qu'elles sont payantes et beaucoup trop chères, Mhm. ou dans des revues auxquelles j'ai pas accès tout court, ou tout simplement des études qui n'ont aucune valeur scientifique parce que le protocole est complètement biaisé. Et dans les études valables, ouais, ça doit être moins de 5 études qui montrent une perte de masse totale, et d'ailleurs qui n'est pas forcément corrélée à une perte de masse grasse. Et ensuite, en fait, il faut expliquer déjà le mécanisme de base. C'est-à-dire que le but de la navette carnitine, c'est de permettre de faire passer, on va dire, les résidus d'acide gras à l'intérieur de la mitochondrie pour qu'ils y soient oxydés Mhm. et qui permettent de faire des cycles de Krebs et la chaîne de transport des électrons. Donc, la réflexion mécanistique des chercheurs, c'est plus de L-carnitine, plus de navettes, plus d'acide gras qui rentre, plus d'acide gras oxydé, plus de perte de gras. Mhm. Ça, c'est la réflexion mécanistique. Bah, sauf que, la quantité de transporteurs est saturable, comme à peu près tous les transporteurs dans le corps humain. Il y a un moment où tu en as métabolisé ou exprimé un maximum que tu ne peux plus dépasser. Et donc, quand tu es arrivé là, ça ne sert à rien d'en apporter plus, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ça voudrait dire que tu peux faire juste de la thermogénèse, tu crées de la chaleur par ton cycle de Krebs, mais derrière, le corps, lui, n'en avait pas forcément besoin. Pourquoi il mettrait ça en place? Pourquoi l'organisme mettrait en place un mécanisme de production de chaleur alors qu'il n'en a pas besoin? C'est absurde. Donc, et dans les faits, ça ne marche pas parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'un mécanisme existe qu'il se met systématiquement en place. Il faut bien qu'il soit stimulé ce mécanisme. Donc ça ne fonctionne pas pour la perte de poids, la L-carnitine. Alors après, si vous arrivez à perdre du poids avec parce qu'il y a un effet placebo, parce qu'il y a un effet autre, mais foncez. Je veux dire, c'est pas cher, il n'y a aucun risque pour la santé, foncez. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas quand on a des études rigoureuses derrière. Mhm. Et dans les effets, du coup, dans quel cas est-ce que la L-carnitine, c'est quelque chose qui peut être pertinent? Par exemple, sur des maladies cardiaques, alors attention parce qu'on a
moi, je suis pas cardiologue, donc je comprends pas tous les enjeux des maladies, de toutes les maladies cardiaques. Mais par contre, il y a des maladies cardiaques où on a eu de rares essais où c'était plutôt toxique pour le cœur, mais c'est très rare et sur des pathologies que je ne maîtrise pas. Par contre, par exemple, sur les insuffisances cardiaques, il y a plutôt des effets très positifs pour toutes les maladies qui ont un lien avec l'augmentation des formes radicalaires oxygénées. Donc, pourquoi? Parce qu'on Alors, c'est quoi les formes radicalaires oxygénées, s'il te plaît, bon, Sylvain? ou les radicaux libres, si tu veux une Ok. généralité plus simple. Ok, donc des molécules qui ont perdu un électron dans leur bi-électron de la dernière couche électronique, ils en ont perdu un, donc ça va vouloir attirer des électrons d'autres molécules à côté qui vont les rendre instables et qui peuvent perturber, par exemple, les acides gras de tes membranes et donc faire péter tes membranes, donc faire péter le tissu qui contient cette membrane. Ok. Donc, ça sert dans la signalisation, ça sert dans énormément de choses. C'est pas forcément négatif de base, mais quand ça dépasse tes capacités de tolérance et de neutralisation, bah, ça peut entraîner beaucoup de maladies. Ça peut entraîner des cancers, des mutations, ça peut entraîner beaucoup de choses. Et donc, les maladies qui ont ce facteur-là dans leur mécanisme de création, eh bien, ont souvent des bénéfices de prendre de la carnitine. Ok. Euh, J'ai- Vincent, j'ai- ouais, Ouais, je vais prendre une analogie pour résumer un peu. En gros, la carnitine, c'est un ouvrier qui transporte du bois. Le bois, c'est le gras, et ça l'amène au chauffe-eau, c'est-à-dire les chauffe-eau, c'est littéralement les zones métaboliques de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'usine. mhm. Mais si vous n'avez pas assez d'usines, votre fonctionnement cellulaire est moindre, vous n'avez pas besoin d'autant de transporteurs. C'est-à-dire que, imagine que tu as 2000 ouvriers qui transportent chacun une bûche, mais tu n'as qu'un seul chauffe-eau. C'est complètement naze, les mecs. Mhm. Donc, plutôt que d'acheter de la carnitine, La c'est zone 2. beaucoup plus efficient d'aller faire du cardio pour maximiser le nombre de chauffe-eau et le nombre d'usines. C'est un enfer, en fait, hein. On en revient toujours à cette putain de zone 2. Ah Ah, oui, non, mais je suis Ouais, désolé, mec, hein, on est des créatures d'endurance, hein. mais Et, c'est ça que ça me fait penser. Après la vidéo de biomécanique, il y a quand même un médecin qui m'a dit que la vitesse de réaction des enzymes, ça n'existait pas. Ça n'existe ah bah pas. si. C'est automatique. C'est-à-dire que tu passes à côté d'une enzyme, hop, t'es métabolisé. Tu passes à la vitesse de la lumière à côté, t'es quand même hydrolysé ou j'en sais rien, peu importe ok. l'action de l'enzyme. Je dis, mais non, mais tu connais pas la cinétique des enzymes. Mais non, ça n'a rien à voir. Aucun rapport, c'est l'affinité et tout. Ah, ok, tu peux avoir la plus haute affinité du monde, il faut bien qu'il y ait couplage. Qu'est-ce que c'est que ce beans, quoi? Ouais, ok. Tu parlais de l'effet placebo. Tu parlais de l'effet placebo avant. Si, quelle est la valeur qu'on peut donner à l'efficacité de quelque chose par l'effet placebo? C'est-à-dire que moi, je vais prendre ma petite fiole de L-carnitine parce qu'en fait, j'ai vu mon fitfluenceur préféré en faire la promotion. Et du coup, parce que je prends cette fiole-là avant mon entraînement, bah, je m'entraîne un peu plus dur. À quel point est-ce que on peut pousser ça ou à quel moment est-ce que ça devient un effet nocebo comme avec le resveratrol ou qu'il y a des effets négatifs, pardon, parce que du coup, c'est pas la même chose. Ouais. C'est très variable d'un individu à l'autre. Ça, t'as littéralement des gens qui, en prenant un truc qui ne sert à rien, guérissent d'un cancer. Tu Mhm. vois. Ça, c'est vraiment la situation extrême. Par exemple, un exemple trop drôle, enfin drôle, moi ça me fait marrer, mais je n'ai pas forcément le même humour que tout le monde, mais Mais je les sens gens que je qui vais vont à rigoler. Lourdes, Je sens que je vais rigoler. les gens qui vont à Lourdes, donc ils ont un cancer. Ils sont des millions par an à y aller. Et puis, dans la procédure, enfin, c'est pas une procédure, mais dans le rite religieux, on les met dans une eau super froide, une fois par jour, qui est une eau bénite, et entre guillemets. Et du coup, ensuite, on les renvoie à l'hôpital. Et bon, bah, il y en a un sur 100 000 qui guérit du cancer, comme ça. Parce que cet acte de foi lui lance une résolution de l'inflammation et une aide sur le plan métabolique pour lutter contre ces métastases. Après, ce que je crois, c'est que certes, le psychosomatique, c'est puissant, mais c'est pas tout puissant. Autrement dit, on peut réussir à lutter parfois, sous certains aspects, juste avec le psychosomatique, tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil de maladie. Mhm. Donc voilà, ça c'est un exemple extrême. Et ensuite, concernant le sport, c'est vraiment très variable. Euh, et c'est difficilement quantifiable aussi. Ok. Sylvain, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? À partir de quelle dose c'est dangereux, c'est ça? Ouais, attends, sur le
à quel point on peut jouer avec le placebo comme un effet de levier sur la motivation ou le sérieux qu'une personne peut mettre à s'entraîner ou à respecter ce qu'elle doit faire pour être en meilleure santé. Hmm. Je pense que c'est interindividuel et que c'est la relation que tu as avec la personne qui va te guider jusqu'où tu peux aller. Mais en effet, je me souviens plus, peut-être que je retrouverai ça. Il y avait un type qui avait fait croire qu'il avait dopé ses athlètes alors qu'il l'avait pas fait. Et en effet, ils ont augmenté leur performance, alors pas de manière monstrueuse, mais parce qu'il savait qu'il allait réussir à les mettre, tu vois, dans un état de transe. Mais ça, tu vois, il faut une relation particulière avec la personne. Ça marche pas. Dans les rites religieux, on voit souvent ça. Mais c'est Mhm. vrai, des gens qui rentrent en transe ou qui font des trucs extraordinaires. Ça me fait Je sais penser pas. au film dessin animé Space Jam, quand ils sont dans le vestiaire avec Michael Jordan et Bugs Bunny prend une gourde, il fait style qu'il met un truc dedans, ensuite il file ça à toute l'équipe, et du coup ils partent et puis ils font casse tout quoi. Mais typiquement pour la performance sportive, c'est un bon exemple, ça. On voit des améliorations au niveau psychosomatique parfois qui peuvent monter jusqu'à 15% sur une perf. 15% sur un perf, Monstrueux. c'est monstrueux. Mais par contre, quand on compare à du dopage pur et brut, mais vraiment en mode sagouin, hein, je te pique comme s'il n'y avait aucun lendemain qui pouvait advenir, eh YOLO. ben, on peut voir des montées jusqu'à 50%, Avec tu le vois, dopage. avec le dopage. Donc la différence est pas la même quand même, hein, entre 50% et 15%. 35% de différence. Ouais, voire même davantage, hein. Si vous Une vous fourche, souvenez hein. du gars que j'avais suivi à la fac, là, plus Ouais, 100%, hein, les perfs, hein. ouais. Pour un mec qui soulevait déjà des barres de dingue, hein. Ok. Euh, En introduction, Vincent, tu as parlé euh, du besoin qu'ont les gens, à travers la supplémentation, d'utiliser ça comme une béquille au lieu de s'interroger sur les réelles sources de leurs problématiques. C'est quelque chose dans cet ordre-là, c'est juste? Ouais, Ok. ouais, exactement. Euh, Tu penses que psychologiquement, ça vient de quoi le fait de préférer s'orienter sur la pilule magique plutôt que de dire ah bah en fait j'ai juste arrêté de scroller sur Instagram une demi-heure plus tôt puis je vais aller me coucher. Mais c'est de la fainéantise, c'est juste ça. Ok. Voilà, Le... c'était bien, l'épisode était cool les gars, je vous remercie, à très bientôt. Non, mais c'est aussi simple que ça. On te, tu vis dans un monde où ouais, imagine, tu es dans un jeu vidéo, tu Hum, vois. Tu ne connais pas les règles encore de ce jeu vidéo, mais tu as envie d'y jouer, hein. Oui, À la différence de la vraie vie où, de toute façon, que tu as envie ou que tu pas envie, tu es tu dois dedans, hein. jouer. Voilà. Donc, tu es dans ce jeu vidéo et il y a deux solutions. On te propose des potions pour améliorer ta force, on te propose des armes pour améliorer tes statistiques. Et ça, c'est un truc qui est immédiat si tu as de l'argent. Et solution du pauvre, c'est d'aller t'entraîner pendant 3 à 5 ans s'il faut. Alors dans un jeu vidéo, on va réduire ça à 3 à 5 semaines Mhm, pour augmenter tes stats naturellement, mais de manière durable, sans avoir besoin d'une potion. Dans un jeu vidéo, en tant qu'être humain, on choisit le meilleur des deux mondes, on fait les deux, mhm, hein. Mais dans la vraie vie, quand on est dans l'urgence et que c'est notre santé qui est en jeu, ou ce qu'on croit être notre santé, notre bonheur, eh ben, si on a les moyens, on va vers la solution de facilité. C'est aussi simple que ça. mhm, Euh, le problème, il y a un enjeu très fort qui est la consommation versus la compréhension. Là, pour aller à un objectif donné, on peut prendre un chemin qui est long, qui demande une certaine compréhension de l'entraînement et de la responsabilité. Ça, c'est dur, mais c'est formateur pour notre esprit, notre âme, pour notre corps. La solution de facilité, si on a de l'argent, eh ben, on consomme des produits. Mais bon, on vit dans un monde qui, a priori, n'est pas basé sur la responsabilité. mhm. Mais est-ce que cette prise de produit pour tamponner une problématique n'est pas que, ma mère utiliserait cette expression, un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire que ça résout la problématique que de manière temporaire, mais absolument pas sur le long terme. Ou ça veut dire qu'en fait, tu dois prendre les compléments toute ta vie. Non, ça la résout pas. Ah, ok, ça la résout pas. C'est... En fait, si, comment dire, se supplémenter, c'est, comme, encore une fois, c'est un outil, mais Mhm, si tu as un outil sans savoir ce que tu vas en faire, ça n'a pas de sens. Si tu commences à prendre de la vitamine C alors que tu manges déjà de la vitamine C, le corps est bien fait, il élimine les excès.
Mhm. Si tu te supplémentes dans une plante qui n'a aucun effet sur la détoxification, pour prendre ce sujet glissant, euh, que tu penses que c'est bon pour toi, tu n'auras que des effets légers placebo. Mais si tu continues d'intoxiquer le foie avec de l'alcool, de la cigarette ou des steaks de soja vegan aux métaux lourds, ça change rien pour toi. Il tire à balles réelles, Vincent. J'aime ça. Bien fort. Ok. Après, rappelons quand même que les compléments alimentaires, il n'y a rien de miraculeux. Donc en fait, même les gens qui veulent entre guillemets aller plus vite, c'est pas les compléments alimentaires qui vont les faire aller beaucoup plus vite. Mais la dérive, c'est surtout qu'on a beaucoup maintenant de jeunes qui sont dans le dopage. Et très très jeunes, hein. Très 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 jeunes. Oui, mais ça c'est. Mais quand ouais, on parle de dopage avec des produits pharmaceutiques, enfin avec des produits initialement pharmaceutiques qui sont dérivés pour le dopage. Mais moi je le vois et c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans le podcast. Je travaille dans un gros club au centre-ville de Lausanne en Suisse. À partir de 16 heures, la moyenne d'âge, elle tombe à 17 ans. Aujourd'hui, le fitness est une pratique sportive à part entière. C'est plus un complément de sport. Alors, pratique de fitness qui englobe le powerlifting, le crossfit, l'haltéro, enfin tous ces trucs-là, maintenant l'Irox. Mais c'est vrai que j'entends des jeunes parler de produits dopants, parler de cycles et parler des informations qu'ils ont trouvées là-dessus, même plus vers le plus balèze de la salle, mais directement sur TikTok. Ouais, mais ça, encore une fois, c'est toujours la même problématique. La potion ou l'entraînement. Mhm. Littéralement la potion, hein, pour le coup. Ah là, 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 ouais. Là, c'est la solution de facilité. Euh, Ouais. se construire 20 kilos de masse musculaire, ça prend 10 ans pour que ce soit bien fait. Quand on est jeune, qu'on voit un influenceur avec des pecs énormes, secs comme le désert de Gobi, avec, en train de fumer un cigare dans un Rolls-Royce. jacuzzi entouré avec des influementeuses en bikini, avec des lèvres botoxées, on se dit, ah, attends, moi je veux ça, j'ai pas envie d'attendre 10 ans dans un temple pour arriver à ça. Ouais. Il joue sur le système de dopamine énergétique, hein. Il joue sur le fait de, ok, ben, l'anticipation de la récompense, on peut arriver à la récompense plus vite. Donc, du coup, je mets en place une solution de facilité, mais ce faisant, du coup, l'arrivée a perdu de son sens. C'est-à-dire qu'ils ont 10 kilos de masse musculaire, ils savent pas pourquoi ils les ont vraiment gagnés. Et donc, du coup, ils se désaxent. Il y a vraiment ouais, une désynchronisation entre la récompense et l'action qui y mène. Et ce qui est terrible, c'est que ça détruit le sens de la vie. C'est clair. C'est le chemin qui compte. Après, Philosophique. ouais, Ouais, très philosophique. si on peut, il faut rééquilibrer. C'est-à-dire que certes, ils ont 10 kilos de masse musculaire en plus en seulement, disons, un an ou deux. Ils ont les veines gonflées, ils sont tout turgescents, même au niveau de l'entrejambe. Mais par contre, au niveau intérieur, ils ont aussi des organes plus gros, plus fibrosés. Parce que c'est ça aussi le dopage. C'est pour ça que c'est interdit, hein. On ne fait pas ça juste pour embêter les gens. On fait ça parce que ça a des conséquences négatives à moyen et long terme qui sont vraiment très, 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 très Mhm. néfastes. D'ailleurs, Le problème, ouais, juste je termine là-dessus, c'est que oui. quand on est jeune, on pense qu'on va vivre éternellement. Quand on a 16 ans, on se sent invincible. Mhm. Et quand on a 50 ans, on se rend compte que la Ouais. maison de retraite, espérons qu'ils ont de l'eau chaude en hiver, hein. Donc Ah, en tu les fait, fais pas, Vincent, hein. les 16 ans ou les 50 ans? Les 50. Euh, Ouais, donc en fait, ils ont. Bon, ça, c'est des choses que tu as largement abordées dans différents podcasts, Vincent, mais quand tu as la vingtaine, ton corps, il est suffisamment jeune et il tourne suffisamment bien pour pouvoir absorber et encaisser ce que tu fais de pas forcément juste. Mais donc, du coup, ces jeunes-là qui se dopent très jeunes pourraient avoir des effets euh, importants et négatifs sur leur santé, mais pas forcément dans cette tranche d'âge où ils vont se doper, mais peut-être plus tard. Ouais. Mhm, En fait, au niveau des tissus comme les muscles, ce qui se passe, c'est que ben, les muscles gonflent, certes, mais tout ce qui est tendineux et ligamentaire, ça ne progresse pas de façon aussi vite. Et donc, les risques derrière, c'est des risques de blessures. Bon, à la limite, c'est pas très très grave ça. Mais le problème de fond, c'est la surcharge sur les organes de filtration, que mhm. sont les reins et le foie. Alors, le foie, il se régénère super vite, hein, on coupe un petit bout, il repart. Mais les reins, par contre, les reins, ils en prennent plein leur mouille, hein. Ils subissent un combat de boxe contre Ngannou pendant 10 ans. À la fin, ton rein, c'est une pelote de laine froissée, hein.
Non, mais J'imagine Ngannou en train de taper Et sur tu les sais que reins. ça a fait partie des faux diagnostics qu'on a eu médicaux sur notamment la whey ou les protéines en poudre. Oui, alors c'était l'aparté que je voulais faire et j'avais trouvé cette anecdote incroyable quand je l'avais écouté dans le podcast entre Vincent et Sean. Et d'ailleurs, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, si vous allez sur la chaîne Upside Strength, vous allez trouver un des podcasts que Vincent et Sean ont fait ensemble. Et il y en a un de 2 heures et demie sur le 2 pages qui est mais incroyablement bien référencé et surtout, bah, évidemment, incroyablement drôle. Parce que, bah voilà, c'est la Vince Touch. Euh, mais oui, oui, justement, il y avait des produits dopants dans les compléments alimentaires fabriqués dans certains pays. Et donc, du coup, ta whey protéine fonctionnait super bien. Mais ouais, c'est ouais, bah Vincent, ouais. c'est David Fleurance qui en a fait les frais. Ok. David Fleurance, il est allé aux US, si je dis pas de bêtises, il revient, il a pris un peu de prot et ses perfs ont explosé de chez explosé. Et il s'est rendu compte en effet qu'il y avait, je me rappelle plus, il le raconterait mieux que moi, mais il y avait dedans des produits dopants. Ok. C'est c'est fort. Euh, J'aimerais aller avec vous sur un terrain du coup beaucoup plus technique et parler d'un complément donc, qui fonctionne pour beaucoup très très bien et pas que pour le sport, qui est la créatine. Donc j'imagine que vous avez bien référencé ça dans votre formation, du coup, vu que c'est un complément très utile. Est-ce que vous pourriez m'expliquer à moi et aux auditrices et aux auditeurs du podcast, le mécanisme de fonctionnement de la créatine en termes de développement de la force, mais en quoi est-ce qu'elle est utile pour tout ce qui est aspect cognitif, et notamment la santé du cerveau? Parce que autant j'arrive assez bien à appréhender le côté muscle, autant j'arrive pas du tout à appréhender le côté fonction cognitive. On va pas spoiler tout le contenu parce que sinon on va léser les gens qui ont Bien payé la sûr. formation, mais dans les traits, enfin dans les lignes importantes, il y a beaucoup de mécanismes qui sont liés à la créatine. La créatine, elle va augmenter de manière transitoire la quantité de liquide qui va rentrer dans le cytosol, qui va exercer une pression sur les mécanorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs protéiques qui vont mesurer la pression qui s'exerce sur les parois d'une cellule. Et ça crée un stress. Et lorsque ton corps il subit un stress, il cherche à s'adapter pour que le prochain stress de la même amplitude bah, l'impacte moins. Et donc ça peut être l'agrégation des protéines contractiles, donc la croissance musculaire. Ça, c'est un des mécanismes. Mais la créatine, c'est un acide aminé qui est non protéinogène, donc il ne sert pas à faire des protéines directement. Elle n'entre pas dans la composition des protéines que tu vas synthétiser dans ton organisme. Ok, directement. Tu vas pas trouver de la créatine si tu prends un bout de protéines humaines, tu trouves pas de créatine dedans. Mais par contre, elle va rentrer dans nos cellules grâce à l'action de l'insuline. Or, l'insuline est un très puissant facteur de croissance pour les cellules, y compris musculaires. Donc ça, c'est un autre mécanisme par lequel fonctionne la créatine. Et la créatine, elle a des effets antioxydants et de diminution, alors suivant où on est dans le métabolisme, est-ce qu'on est dans l'hydrolyse ou est-ce qu'on est dans la synthèse, mais elle a des effets puissants sur la diminution de la quantité d'ion H+. Donc, si je t'explique maintenant d'un point de vue neurocérébral, il y a plein de choses qui jouent sur la capacité qu'on a à réfléchir, à perdre ou pas de la mémoire. C'est que si déjà tu diminues ta quantité d'oxydation au niveau du cerveau, tu diminues nombre de maladies qui utilisent ces mécanismes-là comme précurseurs de leurs futurs symptômes. Ensuite, tu as le fait que tu as des cellules qui ont besoin de la créatine comme source d'énergie anaérobie dans des phases particulières. Par exemple, quand tu as des phases d'ischémie, c'est-à-dire quand tu as moins de sang qui arrive dans une zone, cette zone-là, elle va survivre grâce à sa réserve d'énergie interne. Et donc, le fait d'avoir des réserves de créatine hautes, ça leur permet de tenir plus longtemps et donc de moins subir les effets des ischémies. Or, des ischémies, on peut en subir pour plein de raisons. Par Euh, exemple, là, on est tous assis. Les cellules de nos fesses, elles sont clairement en hypoxie, hein. voilà, c'est ça. Après, la créatine, elle fait diminuer énormément de marqueurs inflammatoires et l'inflammation prolongée, notamment au niveau du cerveau, mais c'est valable pour aussi beaucoup d'autres tissus et cellules, bah, c'est un facteur de dégénérescence ou de non-renouvellement ou de renouvellement moins important. Voilà comment la créatine, dans les grandes lignes, agit. Ouais. D'ailleurs, sa capacité
à aider les cellules à résister à l'ischémie ou à l'hypoxie, du coup, ça permet de lutter également contre le cancer. Ça, c'est cool. Absolument. Ok. C'est d'ailleurs exactement ce que disent les cancérologues, hein. La créatine, c'est cool. Non, Est-ce mais que- tu vois, par exemple, c'est très efficace sur les maladies neurodégénératives. C'est super efficace. Et comment est-ce que ils expliquent ça dans leurs conclusions, les chercheurs, ils expliquent bah, diminution du nombre de formes radicalaires oxygénées. Donc Mm. diminution de ces fameuses molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont déséquilibrées et qui vont déséquilibrer les tissus. Tu as une amélioration de la bioénergétique neuronale. Donc les neurones fonctionnent mieux quand il y a suffisamment de concentration en créatine. Et d'ailleurs, quelqu'un qui manque de transporteurs de la créatine, donc c'est les SLC6A8, si tu as une expression baissée de ces transporteurs-là, donc la créatine pénètre moins à l'intérieur de certains tissus, eh bien, tu te retrouves avec des énormes retards neurologiques, avec des troubles autistiques, une partie des troubles autistiques, avec des épilepsies, avec un développement de la parole qui est très retardé, des retards mentaux phénoménaux. Donc, tu vois, ça, c'est juste parce que tu n'as pas suffisamment de transporteurs. Mais est-ce que la quantité de transporteur a à voir avec la quantité de créatine que tu prends? Bah, alors, je ne vais pas pouvoir répondre de manière absolue, parce que ton organisme synthétise de toute manière une partie de tes besoins en créatine. Donc, on n'a personne qui, enfin, en tout cas, à ma connaissance, on n'a personne qui se retrouve avec zéro de créatine sur une période suffisamment Oui, longue pour savoir si l'expression de ces transporteurs diminue. oui, mais Ouais. ça, c'est ce que j'avais entendu dans, je crois, un des derniers podcasts dans lesquels Vincent est passé. C'est qu'en fait, les gens qui sont non répondants à la créatine, c'est juste qu'ils en fabriquent assez eux-mêmes. Et donc, en fait, ils n'ont pas besoin d'en avoir depuis l'extérieur. C'est juste. Ils sont saturés à fond, oui. Ok, d'accord. Mais du coup, créatine et transporteur de créatine, c'est deux choses qui sont différentes. Ah oui, oui. Ok. En fait, toute molécule que tu as dans ton organisme, dans son immense majorité, elle est transportée par des protéines, le plus souvent, notamment dans le plasma. Okay, l'immense majorité des molécules qui se baladent dans le plasma, elles sont pas libres. Elles sont liées à de l'albumine, à d'autres transporteurs. Et ensuite, pour pénétrer à l'intérieur de nos tissus, donc elles passent par le liquide interstitiel et ensuite elles vont essayer de traverser nos membranes. Elles peuvent passer de manière passive, ça arrive sur certaines molécules, mais c'est pas toujours, voire même rarement, le moyen le plus utilisé. Le plus souvent, tu as des transporteurs qui sont à nouveau des protéines et qui ont besoin d'amener cette molécule à l'intérieur du corps. Par exemple, le glucose, il a besoin le plus souvent d'utiliser GLUT4. Mhm. S'il n'a pas GLUT4, il peut passer, mais il passe beaucoup moins souvent et en beaucoup moins grande quantité. Ok. Vincent, quand Sylvain parlait du fait du déficit en transporteur sur des maladies ou notamment des troubles du spectre autistique, tu as beaucoup réagi Non, facialement. c'est parce que ça me faisait rire. Non, mais il a complètement raison. Mais oui, oui, en fait, si vous n'avez pas de phosphocréatine, parce qu'en gros, la créatine, elle est rajoutée, il y a un groupe phosphate qui se rajoute à elle, du coup, littéralement, aucune fonction métabolique cellulaire n'est active. Hein. C'est pour ça que s'il n'y a pas de créatine, enfin de phosphocréatine dans une cellule, la cellule ne fonctionne pas. S'il n'y a pas de phosphocréatine dans un être vivant, euh, Il n'y a pas d'être vivant. aussi, oui, voilà, aussi faible soit-il, il n'y a pas d'être vivant. Mhm. Mais par contre, ce que savent pas du tout les chercheurs à l'heure actuelle, en tout cas, parce que j'ai rien vu sur le sujet j'ai vu qu'il y avait des débats sur le sujet, c'est l'entraînabilité des transporteurs de la créatine. Hein. Tu as ta créatine, imagine un taxi spécial qui est son transporteur. Est-ce qu'on peut entraîner de manière épigénétique, d'une manière ou d'une autre, ce nombre de transporteurs? Peut-être, peut-être pas. Les gens n'ont pas vraiment d'idée par rapport à ça. Voilà. Ok. Donc la créatine a pas que des bénéfices sur le sport à proprement parler, mais c'est un complément alimentaire à des fins de santé générale. Et oui, Ouais. parce que à partir du moment où c'est une molécule qui est fondamentale pour le métabolisme, tout le métabolisme cellulaire, Mhm. c'est imbattable. Ok. Comment, comment ça se fait, du coup, que les médecins ne prescrivent pas toutes et tous la prise de créatine pour leurs patients, vu que ça a une efficacité, cette fois prouvée par la science. On n'est pas sur
On n'est pas sur un mec avec 45 cm de tour de bras et 0,5% de masse grasse qui dit que c'est bien là. Alors, le consensus scientifique est clair, mais encore une fois, les médecins, ils sont dans la résolution de pathologies. Et il y a des médecins qui se tiennent au courant de ce sujet-là. La problématique, c'est ce qu'on leur enseigne à la faculté. Mhm. Et par exemple, ce qu'on leur enseigne dans certains cours, par exemple, sur les reins, c'est que lorsqu'on fait une transplantation rénale, le moindre apport en créatine ou le moindre apport en protéines va accélérer la dégradation du rein transplanté. Et ça a amené à des confusions dans littéralement les rangs des médecins formés en disant, ben, en associant, pardon, je vais y arriver, les protéines avec une dégradation des reins, combinée par des observations cliniques dans les années 2000 et avant, comme quoi les gens qui prenaient des créatines en poudre ou de la protéine en poudre, eh ben, ils avaient des reins en mauvaise santé parce que, ben, à cause du fait qu'il y avait des stéroïdes anabolisants dedans. Donc il y avait cette espèce d'accumulation, hein, donc ça fait quand même un gâteau à plusieurs couches. Aujourd'hui, les médecins ont quand même beaucoup changé par rapport à ça, mais encore une fois, par exemple, les gérontologues, ils vont pas aller prescrire de la créatine, sauf certains. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des problèmes de reins. Mhm. Et là, pour le coup, dans ce cadre très particulier, des problèmes de filtration glomérulaire au niveau des reins, dans ce cadre-là, la complémentation et même l'excès de protéines, c'est pas bon. Mhm. Et là, du coup, j'en viens encore, du coup, pour revenir à la prévention. Comment est-ce qu'on évite les problèmes de reins quand on est jeune? Si on part d'une situation où tout va bien et qu'on se retrouve avec des problèmes des déficits rénaux quand on est vieux, ça vient de plusieurs choses, mais ça vient avant tout d'un manque d'activité physique et d'hydratation. Quelqu'un qui fait du sport toute sa vie et qui s'hydrate correctement, c'est quasiment une impossibilité physiopathologique de choper des problèmes de reins plus tard, à moins d'une intoxication particulière. Mhm. À moins, de s'être frotté les fesses contre les murs de Tchernobyl, c'est pas possible. Ou à moins de s'être fait tabasser les reins par Francis Ngannou. Mais voilà, C'est autre chose, ça. c'est un autre. Il peut te faire éclater un rein, lui. Ouais, lui, il te met un coup de poing, il t'éclate pas que le rein. J'ai une question pour vous qui a pas à voir directement avec les compléments alimentaires, mais qui, moi, m'intéresse. Euh, Quand on fait une prise de sang chez le médecin, on peut tester différents trucs. Et puis, on a un chiffre qui correspond à nos valeurs, qui est placé à côté d'une fourchette de valeurs. Une fourchette basse et puis une fourchette haute. OK? Ouais. Euh, on en avait discuté et c'est un truc que vous aviez abordé tous les deux, c'est état de santé minimal versus état de santé optimal. Ces fourchettes de valeurs sur les prises de sang correspondent à un état de santé optimal ou correspondent à un état de santé minimal ou d'où sortent ces valeurs qui font la fourchette et qui permettent de savoir si toi, par rapport à ta valeur, tu es bien ou pas bien. Alors, Question, hein. ouais, alors elles correspondent à rien du tout. Euh, Ok. Ah, En c'est bien. fait, il faut faire attention à la problématique de l'approche réductionniste de la science, qui n'est pas toujours valable, à savoir qu'on ne peut pas extraire d'une donnée physiologique ou d'une donnée cellulaire l'état global de santé de l'organisme à l'échelle complète. Mhm. Donc, ces valeurs, ces fourchettes, ou ces râteaux parfois, parce que c'est très très large, euh, ils sont juste là pour être certain qu'on est dans l'homéostasie, Mhm. d'accord? Que les choses vont bien en respectant la variabilité individuelle. Mais ces valeurs-là, comment dire, une personne qui est au bord de la mort et une personne qui est en excellente santé, un champion olympique de triathlon par exemple, peuvent avoir les mêmes valeurs physiologiques au niveau sanguin, à peu de choses près, mais l'un est en excellente santé et l'autre va mourir la semaine prochaine. Mhm. C'est juste qu'il y en a un qui a épuisé son système parce qu'il est sur sa fin de vie et c'est comme ça. Et il y en a un autre, bah, il est à son pic de performance. Alors, il doit y avoir forcément, si on regarde tous les marqueurs sanguins qui existent, forcément, il va y avoir des différences entre ces deux archétypes. Mais là, pour le coup, j'en ai une question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait une prise de sang? On ne fait pas une prise de sang pour savoir si on est en bonne santé. Le principe, normalement, de la prise de sang, c'est pour détecter un problème ou améliorer la finesse d'une anamnèse de la part d'un médecin Mhm. pour comprendre ce qui se passe.
D'accord? Donc du coup, imagine, parce que des marqueurs, il y en a, par exemple, des marqueurs de l'inflammation. Si je prends juste les marqueurs de l'inflammation, il y en a une soixantaine à peu près, ou entre 60 et 80. Imagine, tu as un petit rhume, et ton médecin, il dit, bon, j'ai pas envie de faire une analyse, j'ai pas envie de prendre ton pouls, non, tu vas aller te Au faire labo. pomper 8 litres de sang, C'est une vache. et et je veux absolument tous les marqueurs qui existent dans tout l'univers, d'accord? Et si t'es pas mort, on refera à nouveau une analyse de sang dans 2 semaines. Et ta prise de Euh, sang va te coûter 7000 balles. Voilà. voilà, Et les impôts locaux vont monter de 50% exactement. sur le revenu brut. Donc, c'est une question de contexte et on Mhm. va juste récupérer certains marqueurs. Les marqueurs de santé générale, qui sont d'ailleurs sujets à débat, d'ailleurs même dans la science, eh ben, ça correspond juste. En fait, la question qu'on se pose, c'est juste à savoir si les gens sont dans l'homéostasie, donc à une variabilité individuelle près. Est-ce que leur cholestérol est dans les normes, leurs triglycérides, leur fer, leur hémoglobine. On voit si le système immunitaire fonctionne plus ou moins bien. Bon, voilà. Mhm. Ok. Ça répond à ta C'est question? des moyennes qui Oui, oui. sont c'est des moyennes qui sont faites sur des populations énormes et qui correspondent à, individuellement à personne. Mhm. Et comme l'a dit Vincent, tu as tellement de dizaines de milliers de molécules qu'on pourrait tester que, en fait, une prise de sang réelle, c'est rien. Mhm. On va tester les marqueurs les plus communs pour les maladies communes. Mhm. Et Ouais. ensuite, si on trouve pas, on va essayer d'affiner en allant chercher les choses plus rares. Et puis, heureusement, d'ailleurs, heureusement qu'on teste pas tout, comme il l'a expliqué. Après, il y a débat parce que les tests qu'on faisait avant fonctionnaient parce qu'on pensait que les mécanismes étaient pas fonctionnaient d'une telle manière. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont plus vrais. Comme par exemple, aujourd'hui, la mesure du LDL, c'est très controversé. Il y a plein de choses Mhm. qu'on pourrait dire là-dessus. Et c'est valable pour énormément de choses. La créatinine, pour en revenir à la créatine, donc la créatinine, c'est ce que devient spontanément la créatine. Il n'y a absolument aucune réaction enzymatique, ça se fait spontanément. Boum, tu as de la créatine, ça devient de la créatinine. Et il n'y a rien à faire là-dessus. C'est une part de ta créatine qui devient de la créatinine comme ça. Et cette créatinine, elle passe dans le sang. Si jamais tu viens de faire une séance de force, ta créatinine, elle crève le plafond. Pour autant, tu n'as aucun problème de filtration glomérulaire. Alors que si tu prends quelqu'un qui a une alimentation classique, on va dire, qui fait pas de sport, etc., et qui a un problème rénal, bah, sa créatinine, elle a aussi augmenté. Pourquoi? Parce que ses reins filtrent moins vite la créatinine pour l'expulser à travers les urines. Tu Encore vois, une tu vas te retrouver ouais. avec le même état, avec la même prise de sang, mais pour deux cas qui sont complètement opposés. Encore une fois, c'est contextuel. Ouais. Ouais. En plus, il y a aussi, c'est temporel. C'est-à-dire que tu fais une prise de sang le lendemain d'une session de la mort, tous tes marqueurs de l'inflammation sont dans la stratosphère. Mhm. Donc, il y a aussi il y a également la problématique de l'hormèse, à savoir les adaptations issues d'un stress. Le taux de filtre, par exemple, si on reprend l'exemple de la créatinine, le taux c'est un nom à la con, le taux de filtration glomérulaire des reins peut être amélioré avec une exposition progressive plus importante au cours de la vie à des protéines. Et on s'est rendu compte, comme ça, dans des papiers scientifiques, que les gens qui sont véganes ont plus de problèmes de reins sur le moyen terme et le long terme que les gros cochons carnivores. Donc, Et à notre... Ouais, vas-y, finis, oui, excuse-moi. non, mais du coup, ça remet complètement en question, par exemple, cette problématique de consommer de la viande, c'est pas bon pour les reins. Mhm. En fait, on sait que c'est complètement faux, c'est l'inverse, c'est protecteur pour les reins. Mais par contre, si tu passes d'une alimentation on va dire, de très 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 limitée en viande à vraiment une consommation de gladiateurs où tu manges jusqu'à 10 kilos de Ouais. viande par jour, Genre ce qui est sur de complètement la excessif, carniste. c'est pas bon non plus. Mhm. Et je termine là-dessus. Tu as aussi des molécules, notamment des minéraux, dont la concentration plasmatique ne correspond pas à tes réserves. Donc, tu peux penser que quelqu'un est en carence ou au contraire a des stocks suffisants, alors que en réalité, pas du tout. Juste Mhm. parce que ta concentration plasmatique, elle est décorrélée de ton stockage. Ok. Ouais. C'est... Et le problème, c'est qu'il faut du recul pour ça, il faut connaître la biologie un petit peu. Donc du coup, le niveau des médecins, il est variable par rapport à ça, le niveau d'analyse est variable. Et petit sucre glace sur le gâteau amer, c'est dans une cellule peut produire jusqu'à 5 millions de molécules différentes. Mhm.
Et donc, il n'y aura jamais des tests sanguins pour 5 millions de molécules différentes. Ouais. Donc, c'est toujours une question de choix, de prise de recul, de décision scientifique de la part des médecins pour justifier une anamnèse. Ok. Bon, ça met quand même en avant l'importance et ça pour tous les professionnels de santé, hein. Nous, plutôt en début de chaîne ou en fin de chaîne, parce que j'ai l'impression que soit on est au début, puis à ce moment-là, les coachs sportifs et les nutritionnistes, on est au début de la chaîne, et puis à ce moment-là, les gens sont en bonne santé, et donc du coup, ils n'ont pas besoin d'aller voir le reste de la chaîne. Ou on est à la fin parce qu'ils ont été voir tout le monde, personne n'a trouvé de solution, puis ils arrivent et disent, ouais, bah, voilà, je suis allé voir 36 spécialistes, personne n'a rien pu faire. Fais quelque chose. Mais ça remet en évidence l'importance de se mettre autour de la table avec son client ou sa cliente ou son patient ou sa patiente, et puis de discuter avec lui et de comprendre son contexte dans lequel il évolue. Parce que je posais la question par rapport aux fourchettes sur la prise de sang, et c'était une petite discussion qu'on avait eue avec Vincent. Euh, Parce que pour les gens qui nous écoutent, Vincent est mon coach. J'ai cette chance-là. Je sais pas. Hier, après ma séance cardio de 2 heures, je ne trouvais pas que c'était une chance. Mais voilà. Et j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. Et mes valeurs en créatinine étaient super élevées. Et mon médecin, le truc qu'il m'a demandé, c'est est-ce que tu te complémentes en créatine? J'ai dit bah oui. Ah, il faudrait que tu lèves le pied. Et en fait, en y repensant, le matin, je crois que le matin, c'était squat avant d'aller faire ma prise de sang. Et ma prog en squat, elle est relativement violente. Donc j'ai vraiment fait une grosse séance de force. Et en fait, je suis allé faire la prise de sang dans la foulée où je l'avais fait le jour d'avant. Et donc, du coup, ceci explique donc cela. Pour information, il est allé en roulant jusqu'à la prise de sang, hein, donc forcément. Mais à noter que le simple fait de prendre de la créatine et ta créatininémie Ouais. a de toute manière monté puisque spontanément, tu en as une partie qui est métabolisée. Donc, quoi qu'il Mm. arrive, tu aurais eu ton taux plus élevé, même sans la force. Ouais. Ouais. Ok. Mais du coup, l'importance de se mettre autour de la table et puis de discuter et d'aller un peu plus profond dans les questions que juste et comment ça va et comment ça s'est passé sur la dernière heure. Et de comprendre vraiment le contexte des gens et dans lequel ils évoluent. Et ouais, mais pour avoir cette profondeur de réflexion, il faut une profondeur de formation. Mhm. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on a fait cette formation. Magnifique. C'est- je- Voilà. Si vous deviez résumer, et là pour le coup, je vais vous demander de réfléchir individuellement, votre philosophie, alors ça va très certainement s'entremêler, hein, vu que vous travaillez ensemble depuis un petit moment, mais pour clôturer cet épisode, c'est quoi votre philosophie par rapport aux compléments? Utiles, quand est-ce qu'ils sont utiles, quand est-ce qu'ils sont pas utiles, et votre état d'esprit par rapport à tout ça. C'est assez vague, hein. Sylvain, je te laisse démarrer. Et comment vous abordez ça avec vos clients et clientes? Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup moins de sportifs, et j'entends par sportifs très bons sportifs, voire haut niveau, que j'en avais par le passé, par exemple. Donc, ma clientèle aujourd'hui, c'est plutôt des gens lambda. Et donc, mon discours, il a un peu changé déjà parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs. Il y a tellement de choses à acquérir dans les comportements, dans l'alimentation, dans l'entraînement, que les compléments alimentaires arrivent bien après. Ils arrivent même très tardivement dans mes conseils. Donc, évidemment, quelqu'un qui a du mal à combler une carence parce que, je sais pas, j'ai vu une cliente là qui faisait 42 kilos et qui n'arrivait pas à manger. La faim était très difficile à stimuler chez cette personne. Bah, il y a un moment où je lui ai mis sur la table que c'était peut-être envisageable de prendre des compléments alimentaires, tu vois, mais c'est parce que j'avais pas vraiment trop d'autres solutions et puis parce que c'était mieux quand même que d'aller à l'hôpital. C'est vrai. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je mets en avant dès le départ. C'est même les bodybuilders récents, là, j'ai eu plein de bodybuilders récemment qui m'ont demandé comment prendre de la masse, tu vois, bah là ouais, c'est pas la chose qui est arrivée en premier dans ce que je leur ai conseillé dans l'alimentation. Et tu leur as conseillé quoi en premier? Bah déjà d'apprendre à manger correctement et d'arrêter de me faire systématiquement des repas avec du riz, des haricots verts et de la dinde et de se demander pourquoi les prises de sang année après année sont de plus en plus mauvaises sur les vitamines et minéraux. Et le gars me dit mais je comprends pas, pourtant les oméga 3 on peut pas en trouver. Ah ouais, mais pas dans ce que tu as mangé là pendant 10 ans. J'avoue, j'avoue. Ok, ça marche. Merci Sylvain. Pour les compléments, enfin,
En fait, c'est assez procédural dans mon cas, c'est-à-dire que si la personne euh, a- qui vient me voir a trop de problématiques au niveau de l'alimentation, moi je relègue à mon collègue Gabriel Pilon, comme ça il s'occupe d'eux, et il Mhm. s'occupe bien d'eux, et ce sera à lui de gérer la complémentation. Si la personne s'alimente correctement, mais que c'est une ou un athlète euh, et qui se complémente en plus de son alimentation, je le laisse vivre par rapport à ça, je vois ce qu'il fait. Bon, je laisse les gens assez libres par rapport à ça. Mais j'essaye quand même comment dire, d'introduire un concept simple, mais en général, c'est que les compléments, quand on n'a pas besoin, ils nous volent deux fois. Ils nous volent une fois parce que, ils nous privent d'une progression dans la performance, et ils nous volent une seconde fois en nous empêchant de prendre conscience de cette capacité à progresser. Mhm. Donc c'est pas mal. Et ensuite, pour les personnes par contre qui sont plus âgées, de ma compréhension scientifique de certains compléments, de certaines molécules qu'on manque et qu'on peut pas trouver dans l'alimentation, c'est vrai que du coup, une supplémentation, par exemple, en coenzyme Q10, ça devient quasiment obligatoire à partir de 50 ans, quoi. Mhm. Voilà. Après, il n'y en a pas des millions, hein. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a parlé des compléments pour venir aider à résoudre une problématique, mais on n'a pas parlé des compléments pour tamponner un écart calorique ou un écart de protéines. Et pour le coup, je pense au shaker de prot sur la journée, dont je suis le premier à en consommer un. Il a tout bonnement en fait un aspect pratique Mm. pour avoir la quantité de protéines qui me manque. Et c'est vrai que je préfère boire mon shaker plutôt que de manger en 5 minutes et puis avoir l'impression d'avoir avalé un parpaing qui se digère pas qui se digère pas parce que c'était entre deux séances. Il y a aussi ça Oui, qui est ou économique aussi. ouais. Ouais. Ou économique, hein. T'as un cochon de 130 kilos qui doit manger des quantités astronomiques de viande et qui a des petits revenus. Bah, c'est sûr qu'entre un shaker qui lui coûte quelques centimes et puis un steak qui lui coûte 3 ou 4 euros, Mhm. Pas le même choix prix. vite fait. Ouais. Ça marche. Messieurs, merci beaucoup Merci à pour toi. ça. Je vais conclure. Donc, si je résume, la prise des compléments alimentaires, qu'elle soit d'un point de vue de santé ou d'un point de vue performance physique, ne doit être qu'une deuxième ou troisième question qu'on doit se poser. Avant, on regarde le sommeil, le sport, l'alimentation générale. Et c'est qu'une fois qu'on a réglé tous ces problèmes-là, ou qu'on a optimisé tous ces aspects-là avec des professionnels, comme bah, du coup vous, moi ou Gabriel dont tu as parlé avant. D'ailleurs, coucou Gab, si tu nous écoutes. C'est que à ce moment-là qu'on peut s'orienter vers les compléments alimentaires. À chaque fois, c'est contextuel. Et pour comprendre ce contexte, il faut de la profondeur. Mais pour comprendre cette profondeur-là, il faut avoir des connaissances profondes. D'où l'intérêt de faire votre formation. Exactement. Il était pas mal le pitch de vente ou c'était comment? Ouais, c'est pas mal, t'auras 10%. Je mettrai de toute façon, alors c'est pas vrai, j'ai pas 10%, mais comme Sylvain et Vincent, c'est des copains, ça me fait très plaisir d'apporter ma petite brique à l'édifice. Je mettrai de toute façon le lien dans la description du podcast vers Signature Formation. Merci beaucoup, Ken. Merci à vous Merci. les gars, merci d'avoir pris Merci. un bout de votre temps. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, ben, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que Sylvain, Vincent et moi, on a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, eh ben, bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Et si ce n'était pas votre premier épisode, eh bien, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Les gars, je vous dis à très vite, très certainement par message. À Très, très plus tout vite. le monde. Ciao, ciao.